Les cérémonies donc, du centenaire de la guerre de 14-18. Ça devait avoir lieu dimanche. Ça devait avoir lieu dimanche, voilà, c'est absolument. Ouais. Donc ça n'était pas pendant les cérémonies, c'était le concert d'après. Suite à diverses plaintes émanant principalement de l'extrême droite, le concert a été annulé. Une grande histoire assez triste. Et puisqu'on a donc des artistes qui sont avec nous, on va commencer en leur demandant si eux avaient été à la place de Black M et donc invités, est-ce qu'ils seraient venus, comment est-ce qu'ils auraient réagi, est-ce qu'ils auraient accepté. On commence avec LPHA. Oui, bonjour. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, c'est-à-dire que j'aime ni l'une partie ni l'autre, ni la musique de Black M, ni les gens qui l'ont boycotté, donc je sais pas. Mais toi, en tant qu'artiste, moi je l'aurais fait, mais si on m'avait proposé, je l'aurais fait, je serais allé chanter Il n'y a pas que la chatte au Commémorial, bien sûr, hein, évidemment. Ah ouais, t'aurais chanté Il n'y a pas que la chatte. Oui. Ah, j'ai d'autres morceaux, mais bon, je pense que celui-là... String volant. String volant, ouais. Ah, ouais. Peut-être mieux celui-là. C'est peut-être mieux celui-là. Dans la vie, il y a une femme, c'est la liberté. Hein. Ouais. Non, honnêtement, ni l'un ni l'autre, il m'intéresse pas en fait. Kondo, Kao Ashandeo à côté de moi, t'aurais accepté d'aller jouer à Verdun, toi? Je pense que je sais pas, j'évite de me mettre dans ce genre de situation. Mais, tout simplement, mais par contre, il y a quelque chose qui me semble évident, c'est que je trouve que là, pour le coup, c'est important, je pense, de lever la voix pour que des gens comme des artistes, tout simplement, qui sont représentatifs, aient eux le droit de s'exprimer, et eux le droit de faire leur musique, notamment parce qu'ils ont été invités et appelés pour ça. Donc moi, ça me choque. Ça me choque que quelqu'un soit censuré et hélas, moi j'ai l'impression que c'est vraiment sur la base de sa couleur. Et justement, pourquoi on a refusé qu'il joue à Verdun? C'était quoi la raison? D'après ce que j'ai pu lire, c'est tout simplement parce que dans un texte, il y aurait quelques années de ça... Alors non, justement, Olivier, il me semble que cette petite phrase est arrivée bien après. Alors en fait, oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant pour faire le rétro-planning de cette lamentable affaire, au début, effectivement, et là Kondo a raison, le premier truc qui choque, c'est que ce soit un noir qui fasse un concert sur les terres sacrées de Verdun, comme si les habitants de Verdun n'avaient pas le droit d'avoir un concert. Encore une fois, rappelons que c'est un concert qui avait lieu après les commémorations. Il n'était pas question de faire du breakdance au milieu des tombes des soldats, bien sûr, hein. Mais effectivement, l'extrême droite s'est emparée du sujet. Un rappeur, qui plus c'est un noir, c'est un scandale, il va faire un concert là-bas. Et quelques jours après, une fois la polémique lancée, certains, grâce aux recherches internet et à certains sites de parole, ont été trouvés effectivement le morceau Désolé, qui était un tube énorme passé sur toutes les radios il y a 6 ans de ça. 2 sections d'assaut, pas de Black M. Et effectivement, Black M avait une partie du texte où il disait Papa, maman, désolé, j'ai honte pour vous dans ce pays de Koufar. C'est l'extrait qu'on a entendu. Koufar qui depuis est devenu un terme associé notamment à Daesh et c'est devenu le prétexte pour dire mécréant. Exactement. Bruno Laforesterie, tu veux dire quelque chose? D'abord, peut-être juste un petit mot à Dan Digel, qui est l'artiste et qui n'a pas encore réagi, pour savoir s'il serait venu ou pas à Verdun, et ensuite on passe la parole à Bruno Laforesterie. Bon, oui, je serais venu, hein, forcément, parce qu'on me dit de chanter, il y a un bon délire, enfin bon délire, pas bon délire, commémoration, tout ça. Mauvais délire. Ouais, pas bon délire, ouais, c'est vrai. Mais bon concert, quoi. Ouais, non, mais c'était... Alors, c'est vrai qu'au départ, comme disait Kondo, moi, j'étais pas du côté de Black M parce que j'ai compris que c'était une histoire de commémoration. Et qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de... On fait pas de musique, quoi. Il y a pas de son, c'est de la commémoration, on commémore les morts et tout ça. Mais bon, ensuite, j'ai compris que c'était en marge. Donc effectivement, j'ai changé mon positionnement, dans le sens où, j'ai pas vraiment compris la raison, par contre, cette histoire de Koufar ou pas de Koufar, parce que bon déjà, effectivement, c'est section d'assaut. Si on doit jouer sur les mots, c'est pas Black M. Et puis, non, c'est pour revenir sur ce que disait Kondo, au-delà de Black M, c'est qu'on censure un artiste. Donc déjà, c'est ça qui est bizarre, quoi. Au-delà du fait qu'il soit renois, petit, grand, jaune, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais bon, eux, ils s'en foutent pas, apparemment. Oui. Mais bon, c'est déjà ça, le premier point déjà, sur lequel on doit s'offusquer, je pense. Bruno ? Bonsoir à tous. Salut. Déjà, un premier mot pour vous remercier, mais merci de toute l'équipe, parce que faut qu'on vous dise les choses. Ce projet des mots du rap, on l'a pas monté en 2 semaines, et c'était pas lié à cette polémique et à ce qui s'est passé que nous sommes ce soir ici. Il s'avère qu'il y a, comme dans la vie, dans les moments historiques, il peut y avoir un entrechoc d'événements, mais ça fait plus d'un mois et demi qu'on réfléchit, et je pense que les gens qui ont été appelés depuis très longtemps, à faire ce premier rendez-vous Move, émission publique qu'on veut faire maintenant tous les mois, autour de sujets d'actualité ou de thématiques qui nous intéressent. Et nous, effectivement, à Move, pour ceux qui sont auditeurs et auditrices, on a souvent des débats en interne
dans nos réunions, avec les journalistes, avec disant ah, tiens, ça oui, on passe pas, pourquoi, quand, comment, les mots. Et un jour, j'ai dit, ce qu'on va faire, on va tous se mettre dans une salle, et puis on va en parler. Et c'est venu de là cette idée, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il s'avère que derrière, il y a 2 semaines et quelques, Black M, ça devient l'information prioritaire, soi-disant, pendant 2 jours et dans le week-end, alors que en même temps, comme le disaient certains, il y avait encore des milliers de personnes qui mouraient dans la Méditerranée au passage. Mais et bien sûr on maintient et on confirme ce rendez-vous et on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus intéressant possible ce soir. Et deuxième élément, plus personnel, parce que j'ai fait une petite tribune dans le Huffington Post à ce sujet, je m'exprime rarement, mais là j'ai dit je vais quand même le faire. Moi il y a 6 ans, j'ai été invité à Verdun, parce qu'il y a le Centre mondial pour la paix à Verdun, qui est un lieu effectivement de débat, de rencontre. Et il y a 6 ans, j'avais été invité au centre de Verdun sur la thématique comment les jeunes générations urbaines font leur place dans la société. Au titre, à l'époque de mes fonctions, j'ai dirigé une autre radio que Move. Et donc j'ai visité cette ville de Verdun, j'ai vu au loin les plaines, évidemment la bataille de Verdun n'a pas eu lieu dans la ville de Verdun, pour ceux qui ne le savaient pas, en tant que telle, et qu'effectivement cette bataille c'est des hectares et des hectares, et des morts très loin, et effectivement ce qui s'est passé c'est qu'il y a une commémoration qui avait lieu là où ça devait avoir lieu, et il y avait un projet d'un concert en centre-ville, dans un parc, à Verdun, c'est-à-dire à quelques, je dirais, dizaines de kilomètres du lieu des commémorations. Et le projet était tout simplement de dire, il y a 4000 jeunes qui viennent à Verdun. Moi j'y suis allé, en Verdun, c'est très sympa, c'est joli, il y a quelques cinémas, peut-être une salle de concert, c'est une petite ville de région. Et évidemment, 4000 jeunes dans une ville de région, la question était de savoir qu'est-ce qu'on fait après les commémorations, parce qu'ils vont rester quelques heures autour des ministres, des présidents, etc., pour faire quelque chose pour eux. Et le projet était de dire, on les fait venir, on fait un concert en centre-ville, dans un parc. Voilà de quoi on parle. Et il s'avère qu'une autre expérience, après je ne parlerai beaucoup moins le reste de ce débat, il s'avère que moi en 2011 j'ai aussi écrit un sujet dans Le Monde, cette fois à ce sujet, parce qu'il y a les mêmes groupes identitaires qui sont bien connus, qui sont issus de groupuscules identitaires, qui sont ceux qu'on voit avec des banderoles fascistes, qui le mettent à peu près partout, qui effectivement systématiquement, qu'il y a des concerts de rap, écrivent à leurs députés, à leur maire en disant c'est scandaleux, ils ont réussi à faire annuler le Nice, plusieurs concerts à Nice à l'époque, ils ont réussi à faire annuler, mais depuis quelques temps, c'était tellement ridicule cette démarche que même les députés comme M. Grosdidier, qui par ailleurs a été condamné en 2015 pour détournement de fonds publics, au passage, avait lui voulu faire signer des interdictions, etc. Même les députés généralement se disent bon, on reçoit des mots sur systématiquement d'un cancer. Maintenant il y a les 10 concerts de rap par jour en France. On va quand même pas à chaque fois dire qu'il ne faut pas le faire. Là il s'avère qu'ils ont réussi leur coup et c'est un pur scandale cette annulation. Voilà, tout simplement. Parce que ce qui est fou, c'est qu'il n'y a personne qui remplace Black M. Mais c'est un pur scandale. C'est un scandale qui fait que ça a été mal géré, etc. Mais ça, on en parlera. Mais clairement, empêcher un artiste, quel qu'il soit, de chanter dans une ville de France devant un public de jeunes, c'est une atteinte, et je l'ai écrit, à la démocratie, clairement, nettement et précisément. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ont menacé physiquement le maire de dire on va venir vous casser la gueule, vous tuer. Mais dans quel pays vit-on? Alors là, effectivement, on s'est un peu énervé. Et la question de Black M ne se pose même pas. Le fait même qu'il y ait eu ces menaces, on aurait dû presque à la limite le conforter dans ce qu'il était, même si on n'aime pas Black M, c'est pas le sujet. Ça aurait pu être... Il aurait pu demander à Loana, il aurait pu demander à n'importe qui de venir chanter. Il s'avère que si ça avait été une autre artiste, il n'y aurait pas eu cette montée en puissance parce que c'est une technique qui est organisée par des groupuscules qui sont connus et qui n'ont peut-être pas des fichesses, mais qui ont des fiches aussi graves que des fichesses, parce que c'est des extrémistes qui sont violents. Voilà. Et on a effectivement cédé, il y a eu un vent de panique, et effectivement la situation est celle-là, ça n'empêche pas que la société va continuer, mais voilà de quoi on a affaire, et personne ne pourra dire le contraire aujourd'hui, parce que toutes les personnes qui ont participé à cette cabale, effectivement, aujourd'hui, la preuve est que même à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a traité ministre Azoulay en disant « Ah oui, vous osez parler avec quelqu'un qui chante des chansons en parlant de Youpin ». Cette personne était sur scène avec Nicolas Sarkozy et Doc Gynéco. Voilà. Donc on est dans une sorte de monde totalement fou et je trouve que c'est important. Donc il n'y aura pas de concert à Verdun pour les jeunes. Il n'y aura pas de concert à Verdun parce que ça a été annulé, le maire n'est pas revenu en arrière. Et la situation est celle-là. Mais on aurait eu la capacité de le faire, on l'aurait fait, c'est pas, on fait notre rendez-vous aujourd'hui. Alors je pense que ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est finalement assez intéressant que ça arrive avec un artiste aussi consensuel que Black M, parce que l'artiste invité aurait été quelqu'un comme Booba, ou même comme Orelsan, qui ont des textes Gecko, Gradure, Caris. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont des artistes qui soit ont un langage soutenu dans la grossièreté, ou qui ont des propos qui sont polémiques. On aurait pu comprendre,
en tout cas qu'il y ait une polémique, le fait que ça soit un artiste comme Black M, qui est encore une fois l'artiste peut-être le plus consensuel du rap français à l'heure actuelle, montre, à mon sens, que la question n'est pas tant quel est le propos, qu'est-ce qui est dit, mais quel est le locuteur de ce propos. En l'occurrence, je reprendrai une anecdote que m'avait racontée Bertrand Dical il y a quelques jours sur France Inter, où j'étais invité pour parler justement de cette annulation de concert. Et il me racontait cette scène, c'était pour les 40 ans, je crois, du Printemps de Bourges. Il y avait une scène où il y avait des rappeurs qui reprenaient des textes, notamment de Renaud. Il y avait Youssoupha qui reprenait Hexagone, morceau écrit par Renaud il y a une quarantaine d'années. Et des journalistes, dont il a refusé de donner le nom, même sous la menace, disaient « Oh la vache, quand même, c'est des textes assez durs ». Parce qu'évidemment, quand c'est Renaud et quand c'est Youssoupha, eh bien, le même texte n'est plus la même chose. Donc voilà. Peut-être, on va donner la parole évidemment à tout le monde. On va parler donc de censure, pas uniquement de Black M. Yerim Sarr, donc journaliste, quel est ton point de vue sur la vision du rap en France et sur la censure? Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton sens, est une menace aussi présente qu'elle l'était à l'époque où les groupes comme NTM, Sniper, Ministère Amer avaient régulièrement des procès parfois perdus et des gros scandales autour Lino qui a été interdit de jouer à Orléans aussi, il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si c'est... Salut au fait. Je sais pas si c'est plus ou moins présent qu'avant. Après, je pense surtout qu'il y a peut-être plus d'incompréhension, parce que concrètement, pour reprendre l'exemple de Black M, comme tu disais, en fait, c'est comme si, je sais pas... c'est comme si quelqu'un montrait une photo de Casimir en essayant d'expliquer que c'est Godzilla, c'est soit il s'y connaît pas en lézard, soit il te prend pour un con, soit lui-même est très limité. Mais il n'y aura pas de... Tu sais, aucun rapport entre les accusations qui portaient contre Black M et ce qui est Black M, en fait. Donc c'est plus une incompréhension totale, parce que je pense que c'est des gens qui fonctionnent encore avec les codes des années 90, quand le rap c'était vu comme uniquement un truc de contestation, etc. Black M, il fait juste du divertissement, même par rapport à la question de Koufar ou pas. La section d'assaut, à une époque en tout cas, si on les payait suffisamment cher, ils faisaient des concerts dans des bar mitzvahs, donc ils sont pas du tout sur un truc d'intégriste ou je sais pas quoi. C'est du divertissement. Donc, Emmanuel et Benoît, vous êtes tous les deux... Enfin, Benoît, t'es plus étudiant, ça y est, t'as ton diplôme. Emmanuel, tous les deux, vous avez créé un séminaire qui s'appelle La Plume et le Bitume, séminaire de rap français au sein de l'ENS. Est-ce que vous avez vu, entendu des gens qui vous donnaient cette image-là, une très mauvaise image du rap, parce que justement vous défendez cette culture, vous défendez les rappeurs français, en tout cas les textes de rap français. Emmanuel ? Bah oui, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, et d'ailleurs l'objectif du séminaire c'est justement d'aller contre ces préjugés-là, de dire bah regardez, quand on s'occupe 5 minutes un peu sérieusement des textes, on se rend compte que c'est bien de l'art. Et c'est en tant qu'artiste qu'on doit étudier ces textes-là. L'histoire de Black M, c'était une manière de ne pas le considérer comme un artiste. Et ça, très souvent, les rappeurs n'ont jamais été considérés comme des artistes, mais comme porte-parole d'une parole qui serait en fait politique, ou représentatrice, je sais pas, du malaise des banlieues, ou je sais pas trop quoi. Et enfin oui, le truc qui est très grave pour Black M, c'est effectivement la dimension raciste de cette interdiction, et islamophobe, parce que dans un contexte d'extrême diabolisation de l'islam, on va pointer le mot koufar comme étant un truc de Daesh, alors que bon, bah non, à la base, pas du tout. Daesh n'existait pas en 2010, surtout, précisons-le. Enfin, ou du moins, on n'entendait pas autant parler. Ouais, ce mot-là n'était pas associé à Daesh. Donc vous, au sein de l'ENS, donc une très grande école, vous avez eu quand même des reproches, des gens qui vous disaient pourquoi le rap français, c'est pas de la musique, quoi, en fait. Déjà, il y a une tradition un peu d'extrême droite quand même à l'école normale supérieure. Donc il y avait forcément des gens, on a eu droit à notre petit article dans Valeurs Actuelles, où ils disent que notre séminaire est déjà célèbre et l'incarnation de la déchéance de la France. On était très contents d'avoir une telle publicité. Validé par Valeurs Actuelles. Validé par Valeurs Actuelles. On n'en espérait pas tant. Où on a eu droit aussi à nos noms dans Français de souche ou islamisme.fr pour une séance que Benoît avait faite sur les influences coraniques dans le rap d'Ali. Donc oui. Ali et Booba. Ali de Lunatique, ex-Lunatique et rappeur solo depuis, effectivement avec des textes souvent assez spirituels. Kondo, toi tu as participé à un séminaire, puisque vous l'avez invité. Dans le public, il y avait de tout, j'imagine, parce que c'est un séminaire public. Du coup, le fait d'avoir des textes qui sont comme ça décortiqués, est-ce que ça donne du coup l'image que tu es un artiste finalement ? Parce que tu disais que le rap n'était pas considéré comme un art. En tout cas, j'ai été confronté à énormément de bienveillance quand je suis arrivé là,
avec des gens qui s'intéressent à mon travail pour sa valeur musicale, pour sa valeur textuelle, et c'était intéressant d'en parler, d'en débattre, d'être face à un public, et puis voilà, pouvoir réfléchir ensemble sur ce qu'a pu être mon œuvre, c'est-à-dire 20 ans de travail acharné à maîtriser le rythme, l'écriture, dans une précision de description, un travail de fond, quoi. Bref, un travail d'artiste. Ouais. La censure, Olivier, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de rappeurs qui avaient été censurés, qui avaient eu l'objet de procès. Énormément, oui. Alors, on va citer quelques exemples fameux. Alors, il y a eu NTM avec le morceau Police. Alors, il faut préciser une chose, c'est que la France est le pays de la liberté d'expression, vous l'avez tous entendu. Sauf que nous, on a quelque chose qui est assez différent des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont le premier amendement qui permet l'autorisation de la libre expression. En France, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas attaquer un artiste parce que la jurisprudence fait qu'un artiste est considéré comme, entre gros guillemets, intouchable. On peut presque tout dire parce qu'il incarne un rôle et il incarne quelque chose qui est quelque chose d'autre qu'un pilier de bistrot qui va raconter n'importe quoi. Donc un artiste ne peut pas être attaqué pour ses textes. Par contre, là où ils vont être subtils, ceux qui veulent attaquer justement les artistes et surtout les rappeurs, c'est qu'ils vont s'intéresser à ce qui est autour de la chanson. En l'occurrence, Suprême NTM a fait un morceau qui s'appelle Police, machine matrice décervelée sur laquelle je pisse, ça c'est les textes. Ce ne sont pas les textes qui ont été attaqués pour NTM, ce sont les propos qui accompagnaient le texte dans la présentation du morceau lors d'un concert à la Seine-sur-Mer, qui fait qu'ils ont été dans un premier temps condamnés non pas seulement à une peine financière, ce qui a été le cas, mais aussi à une interdiction de 6 mois d'exercer leur métier. Heureusement, ça a été cassé en appel, mais le premier jugement, c'était celui-là. Il y a eu aussi Sniper, qui est passé en procès pour un morceau qui s'appelle La France. La France est un pays de garces. Un texte assez dur sur la France, qui leur a valu donc un passage au tribunal. Et pour avoir été témoin de moralité lors d'une des audiences de ces procès, je peux vous dire que tous ceux qui disent « Ah ouais, c'est pour la promo, ça fait du bon buzz d'aller en procès », je peux vous dire qu'il n'y a rien de moins drôle qu'un procès où vous êtes en situation d'accusé, c'est quelque chose d'assez spécial. Il y a eu La Rumeur aussi, qui était un groupe qui a eu maille à partir avec Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, respectivement ministre de l'Intérieur, pendant 8 ans, suite à des propos tenus dans un magazine, encore une fois pas dans une chanson, c'était un magazine qui accompagnait leur premier album. L'article s'appelait « Insécurité sous la plume d'un barbare » et Amé, rappeur de La Rumeur, donc parlait de toutes ces bavures des policiers qui évidemment n'ont jamais été condamnés, des propos qui semblent anodins tellement ils correspondent à une réalité que connaissent tous les jeunes de quartier. À l'époque, il y avait eu le Macomé qui avait été tué dans un commissariat du 18e, fait divers qui avait inspiré notamment le film La Haine. Et ces propos ont valu au groupe une espèce de guérilla juridique qui les a amenés aux plus hautes instances. Il y a eu un procès qu'ils ont gagné, il y a eu un appel, l'appel a été cassé, l'appel en cour de cassation a également été cassé. Enfin, ça a été une histoire qui a duré 8 ans. Il y a également Ministère amer avec Sacrifice de poulet, texte très drôle et très cynique expliquant que pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais, sacrifions le poulet, qu'ils ont expliqué évidemment comme étant une pratique antillaise, puisqu'ils sont antillais, ils sacrifient des poulets. Rien de polémique là-dessus, sauf que évidemment, et là encore une fois, ça n'est pas la chanson qui a été attaquée, c'était une émission télévisée du regretté Jean-Luc Delarue qui avait invité Kenzie et je crois Stomy, donc du ministère amer, et Kenzie, emporté par le direct et par sa verve, avait eu la très mauvaise idée de dire un lascar de tuer, 2 flics d'assassinés, faites déjà ça et ensuite on verra. Alors bon, là, évidemment, ça leur est tombé dessus, et ils ont, parce qu'on ne gagne pas toujours contre l'État, même si la justice nique sa mère, comme disait Assassin, ils ont été condamnés à une peine financière extrêmement importante, qui, en euros d'aujourd'hui, équivaudrait à quelque chose comme 50 à 100 000 euros, enfin une assez grosse peine, pour les propos tenus dans cette émission. Il y a eu également Orelsan avec le... Là, c'est un peu plus compliqué, c'est le morceau Sale pute, avec, je ne résiste pas au plaisir de vous citer cette phrase, je la connais peut-être de façon genre, je m'en fous de savoir c'est la faute à qui, je vais t'attacher au radiateur en chantant Tostaki. Tostaki qui est une chanson de Noir Désir, référence évidemment donc au fait divers terrible de Bertrand Cantat qui a tué lors d'une dispute conjugale sa compagne Marie Trintignant. Donc tout ça, ce sont des procès qui ont été faits à des groupes de rap français. La plupart, il y a eu évidemment aussi Youssoupha avec menace de mort, le procès de Éric Zemmour qui s'est attaqué donc à Youssoupha. Donc on a un contexte d'une musique qui, plus que toutes les autres, y compris dans le passé, se trouve confrontée à la justice. Parce que
Et c'est là où je pense que le locuteur est plus important que la chose qui est dite. Si on regarde dans l'histoire de la variété française ou du rock, pour ce qui est de la variété française, des chanteurs comme Jacques Brel ou comme Georges Brassens, pour prendre les plus anciens, ou Boris Vian, ont écrit des textes extrêmement brutaux. Avec des mots aussi crus que dans le rap français. Quand Georges Brassens parle de sodomiser des policiers et que le sodomite est un gorille, oui, je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez... les flics, je les aime dans des caisses, en bois, des textes antimilitaristes, anti-police, anti-État, c'est une tradition française. Mais la tradition passe mieux quand ce sont des chanteurs de variété ou de rock que quand ce sont des rappeurs. En tout cas, c'est ce que nous montre l'exemple. Jean Pruvot, qui est notre doc dico, et qui est aussi enseignant en faculté. Tout à l'heure, on parlait de bienveillance de ce côté-là. Et là, d'un coup, on parle de censure. On parle aussi d'un artiste qui est interdit de jouer. Il y a quand même un grand écart, quand même, entre ces deux-là. Toi, t'es prof à la fac, et tu adores les mots, tu décortiques les mots des rappeurs français. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'évoquait Bruno. Verdun, c'est en 1914, s'il y a un siècle. Les jeunes sont très éloignés de ce phénomène. Et qu'il y ait un artiste qui vienne et qui puisse rassembler 4-5 000 jeunes et qui puisse découvrir, qui puisse ressentir quelque chose à l'occasion de ces commémorations, je pense que c'était très important. On le voit, c'est souvent la peur qui fait un petit peu agir ces mouvements qu'on n'aime pas du tout. Et cette peur est stupide parce que quand les jeunes sont là, on voit qu'ils sont capables d'émotion, on voit qu'ils sont capables de comprendre qu'en 14 il s'est passé quelque chose quand même de très important avec 10 millions de morts. Et donc supprimer ça, c'est supprimer aussi un trait d'union. Et je crois que les traits d'union sont plus que nécessaires. Move à l'apostrophe, ça pourrait être un trait d'union, et j'y crois profondément. Alors les linguistes, évidemment, sont toujours partants pour que la langue s'exprime, pour que les mots soient là. Et je suis bien sûr d'ailleurs qu'à l'occasion d'un concert qui aurait dû avoir lieu, il y aurait eu les mots, qui auraient été très intéressants aussi à reprendre. Absolument. Olivier, pardon. Alors, Bruno, tu voulais parler, excuse-moi. Juste en complément de ce que disait Olivier, on parlait de M. Grosdidier en 2005, qui avait été un député qui avait demandé à ce qu'effectivement on censure le rap. En 2011, il y a un autre député qui s'appelle Michel Raison, parce que là j'ai aussi écrit sur ce sujet, qui a dit tout simplement il faudrait contrôler le rap d'immigrés. Donc, et ça a été dans un relevé à l'Assemblée nationale, question au gouvernement, en France, en plein été, juillet 2011, en demandant, en réaction justement à une vidéo postée sur YouTube de gamins qui font une vidéo de rap, et effectivement une vidéo hyper hardcore sur la police. Et lui dit... effectivement, c'est un scandale que des jeunes fassent des vidéos sur YouTube et que donc il faudrait réfléchir à la censure du rap de jeunes immigrés. Dans le sens où là, c'est pas possible de faire en sorte que justement le locuteur soit ça. Il s'avère que la réponse à ça, elle est très simple. Aujourd'hui, chaque année, il y a des dizaines de personnes qui sont condamnées en France pour des vidéos sur YouTube. Et il n'y avait pas de raison juridique et judiciaire pour que des gens qui font n'importe quoi sur YouTube, qui appellent à la mort ou n'importe quoi à la violence, il y a un cadre légal en France, vous, moi, X, Y, Z vont sur Internet et disent voilà, j'aimerais bien tuer telle personne en le citant, ou le commissaire du coin, ou le boucher du coin, on est condamné pénalement, et c'est normal, parce que sinon, c'est l'anarchie totale. Donc ça, il y a un cadre légal qui permet de condamner, et le ministère de l'Intérieur, la justice, condamne régulièrement des gens pour des vidéos sur YouTube, et moi je suis favorable à ça, évidemment, parce que sinon, c'est l'anarchie, y compris dans la rue, on peut se battre, on peut faire n'importe quoi. Non mais attends, Olivier. Non mais exactement, non mais les premiers rapports français. Non mais ça, c'est juste pour dire que, oui, si t'enlèves les mots, en fait il y a du rap. Mais par contre, je le répète, si c'est parler en rythme sur de la musique, il y a quand même besoin de parler, donc il y a quand même besoin d'être mettre des mots. Mais là je m'en remets aux anciens, Olivier. Te parler de Gary Gangster Beat, qui à l'époque, bien avant la première génération, bien avant les Assassins, les Lunedis, etc., qui rappait en onomatopée, qui faisait du yaourt en anglais, à la fin des années 70, quand le rap venait déjà des États-Unis. Quand le rap français n'existait pas. C'est-à-dire que c'était des musiciens, des bassistes, des claviers, etc., qui refaisaient comme le rap américain, sauf qu'ils ne se prenaient pas la tête à écrire des textes, etc. Donc ils disaient Shrink when I'm on a set, when I'm in there, chick wing feminine so well, hey. Voilà, et donc, du coup, et ça sonne, si tout le monde
si tout le monde est bourré et qu'on fait une soirée, ça peut peut-être mieux passer qu'un discours politique. Ça peut, et c'est quand même de la musique, on va s'amuser quand même. Et on aurait même pu le faire à Verdun aussi, ça aurait pu marcher. Ouais. Je pense que c'est une idée à soumettre au groupe identitaire et au maire de Verdun. Est-ce qu'il y en a qui rappent là dans la salle justement? Est-ce qu'il y a des... Oula, j'ai entendu oui, rappeur. Levez la main. Oui, on va donner la parole au public parce qu'effectivement, donc le thème de cette deuxième partie, c'est est-ce que le rap français a changé? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'on a une question ou un point de vue sur justement cette évolution du texte en France, puisqu'on est parti, on le disait tout à l'heure, d'une musique qui dans les années 90 était beaucoup plus globalement, en tout cas revendicative, révolutionnaire, à une musique qui aujourd'hui, encore une fois globalement, on ne va pas généraliser, plus festive et avec des textes plus légers. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à un des invités, un des artistes, sur ce, ou a une réaction sur cette... Quelqu'un qui veut rapper. Quelqu'un qui veut rapper. Levez la main et le micro arrivera vers vous comme par magie. Voilà. Vous êtes sage. Mais non, soyez pas aussi sage. Voilà, au premier rang, on a quelqu'un qui va prendre le micro. Ah, on a une jeune fille, un jeune homme là-bas. Ouais. Salut, mademoiselle, allez-y. Ouais. Merci pour toutes vos interventions. Moi, je suis revenue d'Allemagne et j'ai remarqué tout de suite en réécoutant le rap français après avoir passé quelques années dans le rap US, qu'il y avait une certaine signature africaine, de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, nous avons un nouvel invité qui vient d'arriver. Ouh là là, mais alors on va l'applaudir parce que vraiment, il a fait du chemin. Shinsekai. C'est un miracle. The Shinsekai, bah alors comment ça va? Est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro? Alors il est tout seul parce que l'autre camarade est malade, c'est ça? Ouais, donc tu étais solidaire, tu lui as dit je vais rester avec lui, je vais pas venir. Non, c'est pas ça. C'est parce que comme on a l'habitude d'être toujours à deux et que voilà, mais bon, je suis venu quand même. Regarde, on est tous ensemble. Tout va bien? Très bien, merci et toi? On a déjà commencé? Bon, tu prends le chemin? Ouais. Et on va répondre à la jeune fille. Alors d'ailleurs, si tu veux répondre en tant qu'artiste, la question était... J'ai pas entendu la question, Est-ce que tu peux répéter la question? Le micro revient. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que le rap français a désormais une signature africaine? Clairement. Quand j'écoute des rappeurs comme Niska ou MHD, le roi de la fraude rap, comme on l'appelle, c'est sûr qu'il y a une signature africaine et je trouve ça super bien parce qu'en vrai, ça nous différencie un peu du modèle américain. Ça donne vraiment une vraie couleur, des inspirations différentes à notre rap et je trouve que c'est vraiment fort, c'est vraiment bien, moi je kiffe. Ça c'est Shinsekai. Kondo, t'avais aussi une réponse à donner. Je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs c'est vraiment ce qui différencie un peu cette génération 2015-2016 de génération 95-96 à laquelle j'appartiens. C'est effectivement, nous on avait beaucoup comme modèle le rap américain parce qu'on nous diffusait que ça et quelque part on avait aussi du mal à se saisir un peu du modèle de nos parents et je trouve qu'il y a quelque chose qui est super fort qui se passe maintenant là, c'est que je trouve que les jeunes rappeurs justement se saisissent bien de leur environnement, de ce qu'ils sont, de leur héritage. Et voilà, les jeunes Français ne sont pas des jeunes Américains, ce sont des Afro-Français, des Français pour ceux qui d'abord des Français qui travaillent avec leurs racines, avec leurs origines, mais qui se revendiquent comme tels, quoi. À chaque fois que je bouge dans un pays, si je me retrouve en Thaïlande, à Pékin ou bien à Londres, et ben il y a un moment, quand je vais croiser des Français, noirs, blancs, arabes, comme ça, en apparence, ben, ils me diront tu viens d'où? Ben moi je viens de Paris, ben moi je viens de Marseille, c'est vraiment tout ça qui ressort. Et je trouve que c'est une vraie force que de puiser finalement dans son héritage familial. Ouais. Tu as ta réponse, jeune fille. Merci beaucoup. Il y a une question là-haut, avec la casquette. Comment tu t'appelles? Clément. Salut Clément. Bonjour à tous. Je voulais votre avis par rapport au fait que la trappe, vulgairement appelée la trappe, hein, même si c'est un peu compliqué, il y a plein de mouvements, en gros, ça a permis aux rappeurs d'aujourd'hui de synthétiser leur